So, welcome everybody to this fifth session of the master classes. Today we have the pleasure to welcome Jean-Paul Jacobson, who will speak about numerical linear algebra from theory to computations. Merci Stéphane. Je vais parler en français. Les transparences sont en anglais de toute façon. Voilà, je suis professeur émérite dans ce laboratoire. J'ai enseigné pendant une quarantaine d'années dans cette université et je continue mon activité de mathématicien. Donc je vais vous parler d'un sujet que je connais un petit peu puisque c'est en partie, il fait partie de mes thèmes de recherche, disons. Dès l'époque de ma thèse, donc c'était dans les années 70, je me suis intéressé au calcul. Et à l'époque, faire du calcul n'était pas aussi aisé que maintenant. On ne possédait pas d'ordinateur portable. Programmer se faisait avec l'usage de cartes qu'il fallait perforer, donner à un opérateur qui le mettait dans une grosse machine. Donc moi j'étais à Toulouse, qui appartenait au centre de calcul de Toulouse, le CICT, et vous reveniez une demi-heure ou une heure après récupérer un listing papier qui était le résultat de votre travail. Bien sûr, s'il y avait une erreur, il fallait recommencer. Ça prenait pas mal de temps, il fallait pas mal d'énergie pour faire ça. Donc heureusement, la situation s'est améliorée au cours du temps. Et donc, je vais peut-être pas vous raconter tout ça, mais donc vous raconter la base du calcul. Donc c'est l'algèbre linéaire numérique. Alors d'abord des livres. Alors un qui est paru récemment, l'œuvre d'un mathématicien français qui s'appelle Claude Brzezinski et qui a c'est assez remarquable comme travail, donc c'est pour ça que j'en parle. C'est vraiment quelque chose qu'il faut lire d'après moi. Voilà ce qu'il y a dans le... Donc c'est une histoire en fait de l'algèbre linéaire. Il n'y a pas trop de mathématiques, mais enfin, vous allez voir les titres du plan, donc matrice et leurs propriétés, élimination, méthode d'élimination pour les systèmes linéaires, déterminant, factorisation de matrice, méthode itérative pour résoudre des systèmes linéaires, valeurs propres et vecteurs propres, ce qu'on appelle eigenvalue problem. Il y a une histoire sur les machines utilisées pour le calcul, sur les gros ordinateurs en gros, puis comment c'est passé aux ordinateurs portables et puis aux machines de calcul parallèle. Et puis il y a une partie, les logiciels pour l'algèbre numérique linéaire. Et il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a les biographies des personnes qui ont participé à cette aventure scientifique qui est assez extraordinaire. Donc, vous avez, voilà, il y en a pas mal. Et donc, je vous recommande la lecture de ce livre. Il y a un deuxième livre, donc là, je vais passer un peu plus rapidement. Il y a un livre qui a fait vraiment date dans la popularisation des méthodes de calcul. C'est le livre de Golub et Charles Van Loan. Après, il y a des gens comme Nicolas Igam. Puis après, les livres, il y en a vraiment beaucoup. Et je pense pour vous, je vais faire de la publicité pour un livre qui est paru entre 2000 et 2010, qui est le fait de deux collègues qui sont un est décédé et l'autre est à la retraite, qui est vraiment pour moi le livre pédagogique le mieux écrit sur le sujet. Ça s'appelle
Analyse numérique matricielle, c'est écrit en français, et c'est l'œuvre de Jean-Pierre Dedieu et Luca Modei. C'est vraiment remarquable. Il est pratiquement meilleur que... Enfin, meilleur, c'est difficile de dire qu'il est meilleur que... Mais disons, il n'élude pas les problèmes. Et donc, quand on est étudiant, qu'on voit ça pour la première fois, c'est vraiment agréable de lire ça. Parce que il y a pas mal de livres, hein. Par exemple, si vous prenez même de très bons livres, hein, Dario Bini, etc., ou même Meyer, celui-là, c'est vraiment très, très... tous ces livres sont excellents, hein. Mais il y a des points, quand on le lit, il y a une question, il passe un peu trop vite, et donc ça fait une imprécision. Et quand on ne connaît pas bien le sujet, on dit, mais bon, voilà, c'est un peu le problème. Après, il y a un livre assez récent, là, que je ne connais pas bien, mais où il y a beaucoup d'exemples, c'est celui-ci. C'est de Cassel. Donc, Matrice Numerical and Optimization Method in Science and Engineering. Voilà pour les livres. Alors après, pour les pionniers. Bon, alors, le premier pionnier dans l'algèbre linéaire, c'est Gauss. Donc, c'est quelque chose... que vous avez peut-être entendu parler, c'est la méthode des moindres carrés. Donc ça se fait par une décomposition en valeurs singulières. Et il a fait ça pour des problèmes de cartographie, l'établissement de cartes, donc c'était dans le nord de l'Allemagne. Après, il y a Camille Jordan, donc c'est un Français, et c'est la décomposition de Jordan. Alors je ne parlerai pas de la décomposition de Jordan parce que numériquement, on ne travaille pas avec cette décomposition parce que numériquement, elle est instable. Donc elle ne donne pas de bons résultats numériques. Par contre, les gens qui font du calcul exact, bien sûr, vont utiliser ce type de méthode. Après, il y a un autre pionnier qui s'appelle Sylvester. Donc c'est lui qui, en fait, a fondé l'American Mathematical Society. Lui, il est connu pour le théorème d'inertie de Sylvester. Voilà. Après, il y a Arthur Cayley et William Hamilton. Donc, vous connaissez le théorème de Cayley-Hamilton. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment les pionniers, des résultats forts qui sont... c'est génial, quoi. Après, il y a les visionnaires. J'en ai mis quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup. Alors, quand les visionnaires, c'est, disons, après la Deuxième Guerre mondiale, on va dire. Ou disons, après les années 1920. Mais leurs travaux portent surtout après la Deuxième Guerre mondiale, on va dire. Donc, il y en a un, c'est James Wilkinson. Et donc, c'est lui qui a pointé l'idée qu'il fallait faire une analyse numérique des erreurs. Il fallait vraiment faire ça pour comprendre ce qui se passait quand on faisait du calcul sur une machine. Après, il y a une autre personne qui s'appelle... Donc, j'ai pris celui-là parce que on va le retrouver dans ce que je vais dire tout à l'heure. C'est Hussolder. Donc, il est très connu pour des matrices qu'il a introduites pour permettre de faire certaines décompositions de matrices. Et puis, il y en a un qui n'est pas, on ne connaît pas vraiment son nom dans l'algèbre linéaire numérique. C'est John von Neumann. Et donc, lui, je pense que c'est le mathématicien qui a donné l'axe des recherches à tous les mathématiciens appliqués au XXe siècle. C'est vraiment lui, c'est quelqu'un de très, 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 très important. Il n'est pas très connu dans le grand public. On connaît plutôt Turing, qui est aussi quelqu'un d'extraordinaire. Mais John von Neumann, c'est bon. Sans lui, c'est pas... malheureusement, malheureusement, il a existé et ça a permis le développement de la première bombe atomique. Donc c'est pas tellement, disons, c'est sa vision du calcul qui a permis de faire les calculs pour... bon, il en est mort, parce qu'il a été exposé un peu trop longtemps aux radiations de ça, et vous voyez, il est mort en 1957. Donc c'est bon. Donc là, il se pose le problème
du rôle des scientifiques dans certaines catastrophes humaines. Hein. Et par contre, son œuvre mathématique est absolument extraordinaire. Et c'était vraiment un visionnaire. Regardez ce qu'il écrit. I suspect that a deeper mathematical study of the nervous system will after to understanding of the aspects of mathematics itself that are involved. Et donc ça, c'est dans un livre qui s'appelle Computer and the Brain. Ça aussi, je vous conseille de lire ce petit opuscule. C'est assez court. Et il y a une vision vraiment des relations entre qu'est-ce que c'est qu'une machine et qu'est-ce que c'est qu'un cerveau. Et les différences qui existent. Ça a inspiré beaucoup de romans de science-fiction et de films de science-fiction actuellement. Un écrivain qui s'appelle Philippe Cadic a vraiment lu ses livres pour écrire ce qu'il a écrit. Bon, voilà. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que le calcul avec l'algèbre linéaire? Donc, ça calcule avec des vecteurs et des matrices. Ah, là, il y a une faute d'orthographe. When there's computation. Donc ces calculs sont réalisés avec des nombres réels, et donc, entre guillemets, c'est des nombres réels tronqués, on va dire, hein, d'accord? Parce qu'on ne calcule pas avec une infinité de chiffres, mais avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Et donc, comme on calcule avec un nombre fini de chiffres après la virgule, il y a des erreurs. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'analyse numérique? Eh bien, c'est l'étude théorique de ces erreurs. Alors, bon, ça, c'est un truc... Bon, alors, là j'ai piqué ce dessin sur Internet sur un site que vous pouvez consulter quand vous voulez avoir la réponse rapide d'une question d'algèbre linéaire. Vous allez sur le site de Nicolas Igam, et donc là, il va vous dire qu'est-ce que c'est qu'une valeur propre, qu'est-ce que c'est qu'une matrice, qu'est-ce que c'est que la méthode QR, donc en quelques lignes, et puis il vous amène directement aux travaux les plus sophistiqués, mais de façon très simple, et donc c'est bien. Et donc il y a ce dessin. Donc vous voyez, quand vous avez x, donc il y a un résultat exact. Mais x n'est pas connu exactement. Donc là, il faut déterminer un voisinage de x dans lequel les calculs approchés seront des valeurs approchées du résultat exact. Et donc le delta x là, donc c'est ça qui est, ça, x plus delta x, va être la valeur exacte de... Donc c'est f de x plus delta x exact. Ça sera y chapeau. Donc si vous voulez, ça c'est quelque chose qu'il faut conceptualiser et qui est une idée force. C'est-à-dire que trouver la valeur approchée pour laquelle la valeur calculée approchée sera exacte pour cette valeur approchée. D'accord? Donc je répète, ça, y chapeau là, c'est la valeur exacte pour x plus delta x. Donc c'est comme ça qu'on conceptualise Alors, je ne vais pas rester longtemps là-dessus, mais... Donc ça, si vous voulez, avec un collègue, Jean-Pierre Dedieu, on a bien compris ça dans les années 90, par là. Et bon, d'autres l'avaient fait, mais c'était un peu confus. Donc, on a remis un peu d'ordre là-dedans. Et voilà ce qu'on a dit. On a dit que, d'abord, quand on fait des mathématiques, il faut définir qu'est-ce que c'est qu'un problème d'analyse numérique. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'un problème numérique? Donc un problème numérique,
c'est décrit par deux ensembles. Un qu'on va appeler les inputs. Il faut récupérer le langage classique. On ne va pas inventer un vocabulaire classique nouveau pour ça. Par contre, ce qui est nouveau, c'est la façon de présenter les choses. Et bien sûr, une fois qu'on l'a présenté comme ça paraît évident, mais personne ne l'avait formulé comme ça. Donc, il y aura un ensemble X qu'on va appeler les inputs, ou les entrées, et un ensemble Y qu'on va appeler les outputs ou les sorties. Et puis, il y aura une application entre les deux, les entrées et les sorties, telle que, pour tout X d'input et pour tout X et pour tout Y output, cette fonction f de xy égale 0. Donc vous voyez, f de xy égale 0, quand vous avez des fonctions comme ça, quel est l'outil mathématique quand on formalise comme ça? Quel est l'outil mathématique qui va agir là-dessus? C'est le théorème des fonctions implicites. D'accord. Donc ça c'est quand on dit ça, un mathématicien est vachement content en général. Ça fait plaisir. Donc, en général, pas toujours, mais pour la plupart des problèmes qu'on traite, et tous ceux dont je vais parler aujourd'hui, on peut utiliser ce théorème des fonctions implicites, parce qu'on aura affaire à des fonctions, en fait, c'est des polynômes, c'est même pas analytique, c'est des polynômes, tous les problèmes. La plupart des problèmes qu'on traite, c'est des polynômes, à plusieurs variables, mais c'est des polynômes. Par exemple, quand vous écrivez ax moins b égale 0, ax moins b, c'est un polynôme. C'est un système polynomial. D'accord, Bon, donc voilà, il y a le théorème des fonctions implicites. Et il y a une fonction implicite. Cette fonction implicite a une dérivée. Et on sait exprimer cette dérivée avec cette formule magique ici, là. Et qu'est-ce que c'est que cette fonction? On va appeler l'application du conditionnement du problème. Et la norme de cette application, on va l'appeler le conditionnement. Alors qu'est-ce que c'est que le conditionnement? Ça va mesurer la difficulté pour résoudre numériquement ce problème. Voilà. Donc là, je ne vais pas continuer là-dessus longtemps, mais voilà comment on modélise le problème des erreurs de façon théorique. Alors, l'exemple le plus simple, donc je vous laisserai faire ça en exercice. C'est très stimulant de faire ça en exercice sur le problème le plus simple, c'est-à-dire f. Alors, vous voyez f de a, b, x. Alors, a, b, ici, c'est une matrice, b c'est un vecteur, c'est l'équivalent du x ici. C'est les inputs. Et le x ici, c'est le y qu'il y a là. C'est les sorties. Parce que qu'est-ce qu'on veut? Étant donné une matrice et un vecteur, on veut résoudre le problème ax moins b égale 0. Donc x, c'est la sortie. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est l'ensemble x, grand X? C'est l'ensemble des matrices croix les vecteurs, et la sortie, c'est l'ensemble des vecteurs. Alors là, vous allez mettre soit dans Rn, soit dans Cn, puis les matrices peuvent être rectangulaires, etc. etc. Le deuxième exemple, après un peu plus compliqué, mais c'est grand F de f, ça va être un polynôme, et x, ça va être une racine. Alors attention, un truc très important, le conditionnement se calcule uniquement dans les solutions du système. C'est dans les solutions. Si ce n'est pas une solution, il n'y a pas de notion de conditionnement. Alors pourquoi c'est dans les solutions? Parce que c'est ce qu'on calcule. On veut savoir, la difficulté va être mesurée en une solution. Et donc f ici, ça va être un petit f, ça va être un polynôme. Donc, alors les polynômes, c'est donné. Ça, c'est une écriture. Alors il y a la fonction polynôme et le polynôme. Et quand je dis polynôme, c'est donné par ses coefficients. Et donc, vous voyez ici, vous allez avoir un théorème de fonction implicite.
Et là aussi, c'est très stimulant de calculer la fonction implicite et le conditionnement de ceci. Donc ça, c'est des calculs que vous pouvez faire, c'est à votre niveau. C'est une très très bonne... Alors, si jamais un jour vous avez une leçon d'agrég ou des trucs comme ça, présentez les choses comme ça, ça va, vous êtes les majors de la promotion. Hein. Ok. Alors, donc, au niveau du calcul, on va s'intéresser aujourd'hui aux décompositions de matrices. Alors, décomposition de matrices, il y en a plein. Hein. Il y a des compositions LU, c'est-à-dire que, étant donné une matrice, on la met sous la forme LU, d'une matrice triangulaire inférieure et d'une matrice triangulaire supérieure. Donc là, quand je mets le P, il y a un petit problème de permutation qui fait que L, en général, on met des 1 sur la diagonale de L inférieure, et U, ça va être ce qu'on appelle les pivots. Voilà, bon. Et donc, il faut pour mettre ça comme ça, il faut qu'il y ait une matrice de permutation ici. Donc ça, c'est la première décomposition, ce qu'on appelle décomposition de Gauss. Hein. Celle que vous connaissez, c'est la première chose qu'on vous apprend quand on fait de l'algèbre, qu'on veut résoudre un système linéaire. C'est pas forcément... Bien sûr, elle est intéressante, hein, je ne dis pas ça, mais ce n'est pas forcément la plus intéressante. Numériquement, elle peut poser des problèmes. Après, il y a une décomposition qui s'appelle décomposition QR, qui met la matrice sous la forme d'une matrice. Alors là, j'ai mis unitaire. Unitaire, c'est quand c'est complexe, mais j'aurais dû mettre orthogonale. Bon, peu importe. Et donc, R ici est une matrice triangulaire supérieure. Alors l'intérêt de ça, c'est qu'ici on a une matrice Q dont la norme est égale à 1. Et donc ça, quand on fait du calcul numérique, on peut obtenir par ce biais des méthodes très stables de calcul. Donc on est très intéressé à ça. Après, il y a une autre décomposition qui s'appelle décomposition polaire, on verra un peu ce que c'est. Donc là, c'est U orthogonal ou unitaire, suivant si on est dans C ou dans R, hein, ça dépend dans quoi. Et H, c'est une matrice hermitienne, ou symétrique, si vous voulez. Ça dépend dans quoi on se place. Donc vous allez voir, ça, on va utiliser ça pour le calcul de la SVD. Pardon, pour le calcul de la SVD tout à l'heure. Alors la SVD, je pense, moi, c'est celle que je préfère, parce que, bon, disons, c'est peut-être une des plus des décompositions les plus populaires. Donc, on a deux matrices unitaires ou orthogonales et une matrice ici, sigma diagonale, mais avec tous les éléments diagonaux positifs ou nuls. Il n'y a pas de négatif là. Bon, donc géométriquement, ça veut dire beaucoup de choses. Bon, je ne vais pas trop parler de la géométrie de la SVD peut-être maintenant. Après, il y a quelque chose, alors ça, je ne sais pas si vous connaissiez la SVD, je ne sais pas si on vous... Hein, je ne sais pas si... C'est pas évident que vous l'ayez utilisé beaucoup. Hein, je ne crois pas, je crois pas. Mais enfin, bon... dans le calcul, c'est vraiment... les physiciens, les statisticiens, les physiciens utilisent ça à tour de bras. C'est utilisé dans le problème des moindres carrés, en fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ces moindres carrés, en gros, vous avez un nuage de points, et en gros, vous voulez trouver la droite qui va passer au plus près de tous ces points. Un nuage de points qui n'est pas trop... et là, dans ce cas-là, donc quand vous avez un nuage de points, vous pouvez les mettre dans une ellipse. L'ellipse a un grand axe et un petit axe. Eh bien, la matrice sigma, ce qu'on appelle
les valeurs singulières, ça va être les valeurs du grand axe et du petit axe. Alors, je ne sais pas si le grand axe sur 2 ou... Mais disons, géométriquement, ça représente ça. La longueur du grand axe et la longueur du petit axe de l'ellipse. Voilà. Donc ça, c'est à 2 dimensions. Hein, et c'est vraiment, en statistique, ça, c'est par exemple, c'est beaucoup utilisé. Donc ça a un nom, j'ai oublié le nom maintenant, ça ne me revient pas. Après, il y a la décomposition en valeurs propres. Alors ça vous connaissez, quelque chose qui est... Donc les valeurs propres, pourquoi les valeurs propres? Parce que ça sert à les équations différentielles, hein, pour résoudre des équations différentielles. Ça sert par exemple à calculer a puissance n. Hein, quand vous faites a puissance n, vous n'allez pas faire a fois a fois a fois a. Et vous allez d'abord essayer de faire cette décomposition-là, et puis après, pour calculer a puissance n. Alors bien sûr, si vous devez calculer a au carré, vous faites a fois a, hein, mais si vous devez calculer a puissance 10, vous faites d'abord cette décomposition, et puis a puissance 10, ça va être p moins 1, d puissance 10, p, et comme d est diagonale, ça c'est facile à calculer, parce que d puissance 10, ça va être les éléments diagonaux à la puissance 10, voilà. Voilà. Après, il y a une décomposition qui s'appelle décomposition de Schur. Bon, je ne veux pas en parler là. Là, c'est unitaire. R, là, c'est pas forcément... Ça, c'est quand les matrices ne sont pas diagonalisables. D'accord? Donc, toutes les matrices ne sont pas diagonalisables, bien sûr. Donc, dans le cas non diagonalisable, vous avez cette décomposition qui est là unitaire, donc vous faites la transposée ou l'adjointe de Q, R c'est triangulaire, fois Q. Donc ça, c'est très très utilisé aussi. Donc celle-là, je ne sais pas si vous connaissez cette... Dans quel cadre vous avez vu ça? Si vous l'avez vu... Alors peut-être... peut-être des fois du calcul diff sur des matrices, mais enfin bon, c'est des cas particuliers, je ne sais pas si vous avez vu ces cas-là. Bon, enfin, alors, rapidement, donc moi, ce que je vais essayer de montrer, c'est l'idée de faire du calcul rapide pour calculer ces décompositions. Alors, je vais en prendre une particulière, je ne vais pas le faire sur toutes, je vais la faire sur la décomposition en valeur singulière. D'accord, sur celle-là. Alors, le principe va être celui-là. Il y a plein de méthodes qui existent pour faire ça. Vraiment, donc ça, je ne vais pas parler de ça, parce que c'est disons, en 1 heure, c'est fastidieux. Mais enfin, la seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de méthodes pour faire ça. C'est tout. Mais le problème de ces méthodes, c'est qu'elles sont lentes. Alors, ce qu'il faut faire, c'est, on ne commence pas à faire ces méthodes qui sont lentes, mais au fur et à mesure qu'on se rapproche de la solution, on va avoir un triplet U, sigma et V, tel que A moins U sigma V transposé ou V étoile va être petit. Et quand ça va être suffisamment petit, on va se dire, ah là, il faut accélérer la chose. Et donc je vais vous montrer comment on peut simplement accélérer ces méthodes de calcul. Voilà. Donc je vous ferai quelques démonstrations aussi. C'est OK pour le... J'ai été clair là? C'est bon? Hein? OK. Bon, c'est ça que je... Si vous voulez, dans l'évolution du calcul, c'est ça qui est important. On ne va pas refaire le monde parce que depuis les années 70, il y a des codes de calcul qui marchent vachement bien et tout. Et là, il n'y a aucun problème. On ne va pas refaire ça, ce n'est pas possible. Tant au niveau du travail qui a été fait, hein, qui est gravé dans le marbre, mais par contre, il faut accélérer ces méthodes de calcul. Donc c'est ça le job pour les générations futures, d'après moi.
Je pense que c'est ça. Donc il y a accélérer ça, et puis il y a un côté où si je ne parlerai pas, c'est le calcul parallèle. Donc là, ça c'est un autre problème. Donc pour ça, il y a une méthode pour accélérer. Donc la méthode REN pour accélérer le calcul. Donc quand une méthode est lente, c'est-à-dire, quand une méthode est lente, ça veut dire on dit qu'elle est linéaire, ça veut dire l'erreur, vous ajoutez un chiffre exact après la virgule, après chaque pas de calcul. Donc quand on ajoute un chiffre après la virgule exacte, la méthode est linéaire. Et la méthode est quadratique quand on double le nombre de chiffres. Par exemple, si vous avez calculé 4 chiffres exacts à une étape du calcul, la méthode est quadratique. Si au pas suivant, vous aurez 8 chiffres. Puis au pas suivant, 16, 32, 64. Donc ouais, c'est pas pareil que aller de une méthode linéaire. Et donc c'est ça qu'on essaye de faire. Et pour ça, une méthode, vous connaissez le nom, je vous l'avais sûrement vu, la méthode de Newton, tout du moins pour les fonctions d'une variable, vous avez vu ce que c'était. Et donc, pour les méthodes de plusieurs variables, elle s'écrit comme ça, donc je ne vais pas tout dire, mais vous voyez ici que l'erreur, c'est 2 à la puissance 2 puissance k plus 1. Donc ce coefficient-là, c'est ça qui dit qu'on double le nombre de chiffres après la virgule. Voilà. Donc, ça c'est le truc général. Je passe vite. Alors, je vais prendre l'exemple plus simple, le calcul de l'inverse d'une matrice. Alors, là, ce que je vais vous dire, c'est nouveau. Enfin, la méthode de présentation est nouvelle, pas la méthode, parce qu'on la connaissait déjà, mais on l'obtenait d'une autre façon, disons. Ce que je vais vous montrer, c'est l'état d'esprit du truc. Donc, vous prenez, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour faire ça, il faut des systèmes d'équations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Trouver l'inverse d'une matrice. Si vous avez une matrice M, il faut trouver n, tel que m fois n moins l'identité égale 0. Donc, c'est le fameux truc des fonctions implicites, hein? mn moins i égale 0. Mais ce qui est de génial ici, c'est que tout peut bouger, m et n. D'accord? Si tout peut bouger, ça va s'appliquer pour une des deux qui est fixe. Donc, si maintenant, alors, la perturbation, vous allez faire une perturbation là. Mais quand vous faites la formule de Taylor, vous avez l'habitude de faire des perturbations linéaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une perturbation linéaire? C'est là où vous allez dire m plus x et n plus y. Vous allez faire une petite perturbation. Moi, je ne fais pas ça. Je vais faire une perturbation multiplicative. À m, je vais faire la perturbation i plus x m. Et à n, je vais faire la perturbation n i plus y. C'est multiplicatif. D'accord? C'est-à-dire que la perturbation, c'est pour m plus x fois m. Et pour n, c'est n plus ny. Alors pourquoi on fait ça? Et pourquoi c'est bien de faire ça? Parce que les matrices, c'est un groupe. D'accord? Quand vous multipliez deux matrices, vous avez encore une matrice. Vous ne pourriez pas faire une perturbation multiplicative dans un ensemble qui ne possède pas de multiplication. Ou qui possède une multiplication, mais qui va vous mettre la multiplication dans un autre ensemble. D'accord? Mais là, ben voilà, les matrices, on reste dans le même ensemble, et donc on peut faire ça. Et vous voyez l'intérêt, ici. Eh bien, quand vous développez ça, là, vous allez développer ça, c'est simple, le calcul. Quand vous allez développer m plus x fois n plus y,
vous allez trouver du xn plus du my. D'accord? Donc je reviendrai là-dessus. Il va falloir annuler cette chose-là. Et ça, c'est compliqué. Tandis que là, regardez, vous avez z plus x plus y, plus xz plus zy, plus xy, plus xzy. Mais ici, là, la partie linéaire, c'est x plus y plus xz plus zy. Vous êtes d'accord? Mais si je dis, si je veux annuler tout ça, c'est compliqué. Eh bien, moi, je vais annuler que z plus x plus y. Ça, c'est facile. Et donc là, on a des formules. X égale y égale moins z sur 2. Et donc, quand on fait ce truc-là, eh bien, vous obtenez z1 égale ça. Et donc, vous avez z1 qui a du z au carré, là. Quand vous avez du z au carré, là, crac, c'est terminé. Vous avez gagné parce que vous allez avoir une méthode quadratique. Voilà. C'est ça le... Si z au carré, alors z, qu'est-ce que c'est mn moins i. Si mn moins i est petit, epsilon au carré, hein, si la norme epsilon au carré, ça va être... C'est ça qui va vous faire que ça va doubler le nombre de chiffres après la virgule. Est-ce que j'ai été clair là? J'essaye de vous donner une idée nouvelle. Enfin, cette idée-là, c'est cette idée du calcul. Hein, voilà. C'est cette... Et donc voilà, pour, dans ce cas-là, j'ai détaillé. Alors, après, il y a un autre problème, donc le truc qu'on aime bien, c'est le groupe orthogonal. Alors, le groupe orthogonal, c'est l'ensemble des matrices telles que UTU moins I, l'identité égale 0. Eh bien, ce que j'ai fait ici, donc là je vais aller un peu plus vite, hein, mais pas tout détailler, ce que j'ai fait ici, je refais exactement la même chose avec ça, avec des perturbations multiplicatives. Et avec des perturbations multiplicatives, on peut trouver une perturbation sous forme exacte, là. Celle-là, qui va annuler cette quantité-là. Et comme ça annule cette quantité-là, et qu'on a on a ça là, on peut... Donc là, il y a un petit travail, je passe assez rapidement, hein, c'est juste... Il y a un petit travail qui permet d'imaginer des méthodes non pas quadratiques, mais d'ordre P. C'est-à-dire que vous allez, à chaque pas du calcul, multiplier par P le nombre de décimales exact. Bon, ça c'est l'idée. Je ne vais pas entrer dans les détails, hein, c'est juste... Et donc, dans le cas quadratique, vous obtenez cette formule pour avoir une convergence quadratique de la suite vers une matrice orthogonale, à partir de quelque chose qui est assez proche. Et là, je vais vous donner le théorème, là, dans ce cas-là. Et vous voyez que, alors, à quoi ça peut servir ? Vous avez un code de calcul pour calculer une matrice unitaire ou une matrice orthogonale. Ils convergent de façon linéaire. À un moment donné, vous allez être assez proche de la solution. Quand vous allez être assez proche de la solution, crac, vous embrayez sur le calcul de cette suite. Et vous voyez que là, quand vous faites le calcul de cette suite, alors EM de UI, c'est UI transposé fois UI moins l'identité, hein, c'est cette quantité-là. Donc vous voyez que quand vous faites le calcul, vous n'avez pas d'inversion de matrice, vous n'avez que des multiplications de matrices. Vous n'avez pas de système linéaire à résoudre. Je reviens juste là. Pourquoi je reviens là ?
Oui, pour vous dire que M de U, c'est ça, hein, c'est cette quantité-là. Donc, voilà. Et là, je reviens, je repasse une couche. On a considéré que des perturbations multiplicatives de ce type-là. Alors que les perturbations additives vous conduisent à ça, à cette expression. Et vous voyez que si vous voulez annuler cette expression-là, c'est beaucoup plus dur. Parce que vous voyez, U est fixé, vous cherchez oméga, mais vous avez oméga TU plus UT oméga. Mais ça, ce n'est pas un système linéaire classique. Ce n'est pas de la forme U oméga égale quelque chose. Et ce n'est pas commutatif. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les équations de Sylvester ou de Lyapunov. D'accord ? Je vais en parler tout à l'heure, mais c'est beaucoup plus dur à résoudre. C'est pas évident à résoudre. Bon, je passe là sur la convergence quadratique, peu importe. La géométrie du groupe orthogonal, je passe. Quelle heure il est, Stéphane? Il est moins le quart. J'ai encore combien de temps? Quart d'heure. Quart d'heure. Bon, alors, je vais passer sur pas mal de choses. 20 minutes. Je vais passer sur mes... Voilà. Alors, je vais passer un peu sur la SVD, et puis vous faire une petite illustration numérique de ça. Donc, comment se calcule une SVD? Alors, on va utiliser la décomposition polaire pour ça. Alors, pour utiliser la décomposition polaire, pourquoi on peut faire ça? D'abord, on trouve ça. On calcule U. Et ensuite, on calcule la décomposition singulière d'une matrice qui, elle, est symétrique. Cette matrice-là, UTA, est symétrique. Et donc, la matrice qu'il faut calculer, ça va être la matrice H, qui va être du type V sigma VT. Donc, je reprends, on calcule U. H, c'est UTA, elle est symétrique. Et on va faire la décomposition singulière de cette matrice H. Alors, quel est l'intérêt là? C'est que vous voyez, vous avez pu U sigma VT, vous avez V sigma VT. Comment calcule-t-on U? Donc ça, c'est facile. Et même, ça se fait très 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 bien. Je vous donne juste la formule. Vous partez d'une suite qui commence par A. Vous faites 1 demi de UK plus l'inverse de UK. Eh bien, c'est très facile de montrer, on ne va pas le faire là, que cette suite converge vers vers le U qu'on veut. Et ça converge quadratiquement. C'est ça qui est vraiment bien. Et donc, vous voyez, ça, c'est la convergence quadratique. Hein, vous connaissez ce truc, comment on appelle ça, ce truc en escalier, là. Donc on voit ça en première année d'université. Ça a un nom, ça. C'est le truc en escalier. Vous voyez, vous montez sur la fonction, vous allez sur la première bisectrice, et puis vous voyez là, comme la tangente ici est horizontale, eh bien ça va aller très vite vers ce qu'il faut. Donc on a calculé U. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a H, il y a quand même une inverse à calculer. Hein. Pour ici, là, ouais. Là, il y a une inverse. Oui. Alors après, il y a des astuces. Après, il y a des astuces pour... Alors, l'inverse ici, il y a une astuce qui fait que, en fait, on peut ne pas la calculer. On peut ne pas calculer l'inverse.
Enfin bon, là c'est des subtilités de calcul. Mais là il y a une inverse. Mais là le nombre. Alors là c'est la convergence quadratique. Donc on peut ne pas calculer l'inverse, c'est plus sophistiqué. Et en ne pas calculant l'inverse, on peut obtenir des méthodes de convergence à l'ordre beaucoup plus supérieur à l'ordre quadratique. On peut faire les méthodes dans les codes de calcul, c'est à l'ordre 3 cubique. Voilà, c'est-à-dire en 6 coups, on a terminé le calcul pour U. Alors après, quelle est l'idée ? Comme H est symétrique, il y a un truc qui est génial, c'est qu'on la met sous cette forme-là. C'est-à-dire qu'on appelle bidiagonale. Sur la diagonale A1, A2, AN, sur la diagonale inférieure B1, Bn-1, et sur la diagonale supérieure, comme c'est symétrique, c'est la même chose. Donc vous voyez, quand on va stocker cette matrice, en fait, on n'a que 2 vecteurs. Donc, ça, les numériciens, ils aiment bien ça. Et après, eh bien, il y a une méthode qui s'appelle le double QR, qui permet de calculer la décomposition singulière de H, VTHV moins sigma. Donc là, on commence à faire Q sigma égale QR de sigma, on fait U égale U fois Q, Q sigma égale QR de sigma T, etc. On continue comme ça, tant que cette quantité est plus petite que epsilon. Alors bien sûr, là, le sigma qu'on prend au début, le sigma il est égal à T, et le sigma n'est pas diagonal. Hein. C'est au fur et à mesure du calcul qui devient diagonal. Hein. Donc la méthode QR a pour but de mettre des zéros dans la matrice et de faire que ça devienne diagonal. Alors, je vais expliquer le QR. Vous avez Q fois R. R est triangulaire supérieur. Si vous faites une fois le QR sur la matrice et une fois le QR sur la matrice transposée, le QR a pour effet de mettre des zéros sur la matrice inférieure. Donc si vous le faites sur la matrice supérieure, comme il n'y a pas de zéro et que vous avez transposé, les zéros vont se mettre sur la matrice inférieure. Donc c'est ça le double QR. Voilà. Alors, je vais peut-être vous faire une petite... là, je vais vous montrer comment ça se passe. Hein. Alors, comment ça se passe ? Alors, pour faire d'une... Donc maintenant, je pense qu'il faut faire du calcul numérique, parce que maintenant, vous avez des ordinateurs portables, il existe des logiciels dans la nature qui sont gratuits, qui sont assez simples d'utilisation. Alors moi, ce que j'utilise, c'est un logiciel qui s'appelle Julia, peut-être vous avez entendu parler, qui est, en fait, c'est le langage Python, mais qui est très proche du langage MATLAB, mais MATLAB, c'est très cher. Et il y a un autre clone de MATLAB qui s'appelle Octave, que vous pouvez utiliser aussi. Hein. Bon, moi j'utilisais, au début c'était MATLAB, parce que MATLAB, l'université payait la licence, mais très vite il y a eu d'autres logiciels gratuits, donc c'est ces logiciels que j'ai utilisés. Il y a eu Scilab, il y a eu Atlas, il y a eu, après Octave, maintenant vous pouvez le télécharger, en quelques minutes vous le mettez sur votre ordinateur. Vous avez un éditeur pour MATLAB qui est très bien, je le montrerai peut-être tout à l'heure. Et bon, après, moi j'ai utilisé Julia parce que, pour tout un tas de raisons, il y a une communauté là-dessus. C'est assez simple, le code est assez intuitif, voilà. Donc je vais vous montrer comment ça se passe.
la SVD dans ce cadre-là. Hein. Donc je ne sais pas si on voit bien parce que il faudrait peut-être fermer les... Vous voyez bien là? Je sais pas si vous voyez bien le texte là? Ouais, bon, alors. Donc voilà. Alors, comment? Là, c'est une matrice. Donc, je prends une matrice 6 x 6 hein, pour illustrer. Donc, c'est une matrice au hasard. Hein. Donc, quand vous faites de l'expérimentation numérique, vous utilisez, il y a une commande qui vous donne une matrice au hasard qui s'appelle rand n. Donc, vous faites rand n 6, 6 et vous avez une matrice au hasard. Là, voilà, par exemple, cette matrice. Je commence par faire, alors là je ne vous montre pas le calcul de U, hein, de la matrice de décomposition polaire. Je suppose, peut-être si, je vous la montre, pardon, je la montre. Donc là je calcule la bidiagonale telle que B égale UT fois AU. Et donc vous voyez que de cette matrice-là, j'ai une matrice bidiagonale. Alors bien sûr, cette matrice est symétrique. Hein. Ça, c'est la matrice H. En fait, là, ce que j'ai montré, c'est l'équivalent de la matrice H. Je n'ai pas calculé la décomposition polaire. Je vous montre dans le cas uniquement symétrique. Vous voyez, là, cette matrice est symétrique. Et la bidiagonale, vous voyez, là, j'ai mis les zéros. D'accord? Et vous voyez, vous avez le vecteur central ici, et le vecteur en dessous qui est égal au vecteur au-dessus. D'accord? Et vous voyez que VT AV moins B calculé, c'est 10 moins 15. D'accord? Donc là, il y a une erreur. Hein? Et normalement, il faut faire l'étude de l'erreur. Hein? On ne la fait pas, mais on fait comme si c'était exact aujourd'hui. OK. Après, je fais le double QR. Alors, vous voyez, et à chaque étape du double QR, je regarde si le test de Newton est vrai. Si c'est 0, il n'est pas réalisé. Si c'est 1, il est réalisé. Alors vous voyez, là, Newton teste jusqu'à l'itération 20. Crac, à l'itération 20, le test de Newton est réalisé. Et vous voyez que sigma, c'est 10 moins 4, en gros. L'erreur, c'est 10 moins 4. Le nombre d'itérations pour continuer cet algorithme et obtenir une erreur de 10-15, c'est 103. Donc au bout de 20 itérations, le test de Newton est réalisé. Et si vous voulez, si vous n'avez pas ce test de Newton, vous voulez une erreur de 10-15, il vous faut 103 itérations. D'accord? OK. Et maintenant, là, je fais l'algorithme SVD avec le Newton test. Donc, à partir du nombre d'itérations, je fais l'algorithme SVD qui va converger quadratiquement. Et vous voyez qu'en 4 itérations, regardez ce que vous faites. Vous avez, donc ça c'est le log de l'erreur. Donc, moins 2, moins 4, moins 11, moins 25. Vous voyez qu'à chaque fois, vous doublez le nombre de chiffres après la virgule. Donc là, c'est quadratique. Donc vous avez fait 24 itérations pour obtenir une erreur à moins 25. Au lieu de 103 pour obtenir une itération à moins 15. Voilà, si vous voulez, c'est ça l'évolution du calcul. C'est ça que je veux faire passer aujourd'hui. OK. Voilà, bon. Donc je vais peut-être faire... j'ai 2 minutes, et après je m'arrête. Hein, ça dépend, hein, moi je peux continuer autant de temps que vous voulez. J'ai d'autres sujets, je peux vous faire d'autres trucs. Bon, mais enfin, on va voir. Ou je peux en faire un, peut-être. Je peux faire une chose. Je
c'est transparent, je peux vous les faire passer, hein, bien sûr, hein, si ça vous intéresse. Donc je reprends là. Alors voilà, pour la SVD, juste je donne le... Si vous faites la SVD, là, vous avez la taille de la matrice. Donc là, ça va de 5, de taille 5 peut-être jusqu'à 200. Hein. C'est des tailles 200, maintenant c'est des petites matrices. Hein. On peut faire beaucoup plus. Disons, sur votre ordinateur portable, je pense que vous pouvez arriver à des tailles de matrice 2000 sans problème. Hein. Enfin si, je le sais. Après 10 000 sur un ordinateur comme ça commence à faire. Hein, ça rame. Hein. Et puis bon, là, il faut... On peut le faire, mais il faut travailler. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, ça, c'est la courbe. Vous voyez ici, vous avez 20, 25, 30, 35. 20, c'est le nombre de digits. Par exemple, Julia, si vous ne lui dites rien, il travaille avec 64 digits. D'accord? 64 digits, ça veut dire 16 chiffres. 64 divisé par 4, ça fait 16 chiffres. Donc là, vous voyez 20, c'est 4 chiffres, après la virgule. 25, donc 25 par 4, 30 par 4, 35 par 4. Donc ça fait, en gros, ici, c'est 8 chiffres après la virgule. Donc cette courbe montre que le test de Newton, en gros, va être réalisé à 10-8. Au lieu de 10-15. Donc à 10-8 pour une matrice qui ne présente pas de problème, hein, il ne faut pas que ça présente trop de problèmes hein, aussi. Donc le test de Newton va être réalisé. Alors qu'est-ce que ça veut dire pas poser de problème? Ça veut dire que les valeurs singulières ne doivent pas être trop près les unes des autres. Et le conditionnement du calcul de ce problème va être la distance entre les valeurs singulières. Si vous avez des valeurs singulières multiples, le conditionnement est infini, c'est-à-dire que ce n'est pas possible de calculer. Mais, bien sûr, on repère que les valeurs propres sont multiples, et donc là, on va transformer le problème pour obtenir un problème qui va éliminer les multiplicités. Bon, mais ça, c'est un autre problème. Voilà. Bon, quand vous avez des racines de polynômes, en fait, si vous voulez calculer ça, en fait, vous pouvez associer une matrice qui s'appelle la matrice compagnon, qui est celle-là, dont le déterminant, c'est égal au polynôme. Et donc, comme le déterminant est polynôme, il suffit de calculer les valeurs propres de cette matrice pour avoir les racines du polynôme. Et donc, en fait, là, on peut voir comment ça se passe. Les valeurs singulières, là, les valeurs propres de cette matrice-là sont les racines du polynôme. Et les valeurs propres sont celles-ci. Et donc, la décomposition en valeurs propres dans ce cas-là, c'est, si vous introduisez cette matrice qui s'appelle la matrice de Vandermonde, eh bien, la matrice compagnon, je la remets ici, celle-là, qui est creuse, hein, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle une matrice creuse. Là, il y a 1, là, il y a les coefficients du polynôme, et tous les autres coefficients sont nuls. Donc, cette matrice-là s'écrit sous cette forme-là, et vous voyez que la difficulté de calculer des racines de polynômes par cette méthode, ça va être quand la matrice de Vandermonde n'est pas inversible, et la matrice de Vandermonde n'est pas inversible si les valeurs propres sont quoi? Vous l'avez fait ça? Ne sont pas distinctes. Hein, c'est très facile de voir que cette matrice n'est pas inversible s'il y a deux valeurs propres distinctes.
Mais vous voyez, c'est assez simple, c'est facile à voir. C'est-à-dire que vous allez avoir deux lignes égales. Donc deux lignes égales, la matrice n'est pas inversible. Voilà, et je terminerai le truc. Donc il y a un problème. Alors ça, dans le calcul numérique, c'est bien de calculer avec des matrices orthogonales ou des matrices hermitiennes. Donc, juste un petit problème rigolo, je termine là après. Si vous prenez deux matrices orthogonales, vous posez le problème suivant: trouvez un chemin dans le groupe orthogonal qui relie la première matrice Q0 à la deuxième matrice Q1. Alors, le problème n'est pas très dur, mais il faut voir que vous ne pouvez pas faire 1 moins TQ0 plus TQ1. Parce que cette matrice-là, vous voyez, si T égale 0, vous êtes en Q0, et si T égale 1, vous êtes en Q1. Donc on pourrait dire, on va faire varier T, et puis on va aller de Q0 à Q1. Effectivement, comme ça on va de Q0 à Q1, mais les matrices ici ne sont pas orthogonales. Donc, comment on fait? Eh bien, on fait la décomposition QR de cette matrice. Là, on va utiliser la décomposition QR. Et la décomposition QR s'écrit comme ça. Q égale H1, etc., Hn, fois Q, où les H1, Hn sont des matrices orthogonales. Et en fait, c'est des matrices orthogonales d'un certain type, et c'est ce qu'on appelle les matrices de Hussolder. Ça a cette forme-là. C'est-à-dire que c'est un vecteur VI qui permet de calculer ces matrices de Hussolder. Alors, je vais expliquer. Quand vous avez, j'aurais dû faire le dessin, là j'ai oublié de le faire, quand vous avez deux vecteurs dans l'espace, vous pouvez imaginer qu'il y ait un plan médian entre ces deux vecteurs. Si vous tracez un segment entre ces deux vecteurs et vous faites le plan médian entre ces deux vecteurs qui passe par l'origine. D'accord ? Ce plan a une certaine est donné par une certaine matrice. D'accord ? Et bien cette matrice, c'est celle-là. Voilà. C'est ce qu'on appelle les matrices de réflexion. Voilà. Et ça, c'est... Hussolder connaissait ce type de matrice, mais le génie de Hussolder, ça a été d'utiliser ces matrices dans la décomposition QR. Pourquoi? Comment il a fait ça? C'est que dans la décomposition QR, en choisissant bien le V, les VI, on permet ça permet de mettre certains éléments à zéro dans la matrice initiale. C'est-à-dire quand vous multipliez cette matrice du Hussolder par la matrice initiale, vous allez obtenir des zéros sous la diagonale. Voilà, c'est ça que fait Hussolder. Donc je vais utiliser ces matrices-là. Alors comment on utilise ça pour faire ça? Eh bien, c'est très simple. On écrit les matrices QT qui vont relier Q0 à Q1 sont de cette forme-là avec WIT égale 1 moins T VI0. VI0, c'est les vecteurs relatifs à la matrice Q0 et les VI1, c'est les vecteurs relatifs à la matrice Q1. Donc, voyez que quand T
égale 0, vous êtes en Q0, et quand T égale 1, vous êtes en Q1. Et c'est facile de voir que ces matrices sont orthogonales et relient Q0 à Q1. Alors, pour un dessin, ça donne ça. Là, c'est la sphère, donc j'ai pris la sphère. La matrice Q0, ici, c'est les vecteurs en bleu. Vous voyez ici, là, il y a 3 vecteurs en bleu. Et ils sont de norme 1. Et si vous regardez bien, ils forment une base orthogonale. Et ça, c'est la matrice Q0. Puis vous avez les vecteurs en rouge. Là. Ça, c'est la matrice Q1. Ils sont orthogonaux, ils sont de norme 1. D'accord ? Cette matrice est unitaire. Alors vous voyez, vous passez du bleu au rouge ici. Puis vous passez du bleu au rouge par cette courbe noire. Et vous passez du bleu au rouge par cette courbe cyan là. Voilà. Et vous êtes sur la sphère. D'accord ? Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Juste, je voudrais vous faire un peu de... vous donner certaines infos. Donc une info que je vais vous donner, alors est-ce que je l'ai par là ? Voilà, c'est là. Donc, le PDF que vous avez vu là, il est réalisé avec un logiciel, un éditeur, qui s'appelle TechMax. Si vous avez des mémoires à faire, donc je ne sais pas si vous avez peut-être utilisé ça, vous avez peut-être utilisé LaTeX, c'est ça ? Hein ? Bon, LaTeX, c'est l'enfer. Moi, je l'ai utilisé, je sais, c'est l'enfer. Ça, c'est le paradis. C'est très, très, très convivial. C'est du type, c'est le type de logiciel qui s'appelle WYSIWYG. What you see is what you get. WYSIWYG. Voilà. Donc c'est fait avec ce truc. Donc vous avez comme, on va dire comme Word, mais sauf que ça fait des documents mathématiques de qualité. Vous pouvez intégrer des images. Je vais vous montrer. Donc là, là, par exemple, attendez, on va aller là où il y a du texte. Vous voyez, hein, donc j'intègre des images. Donc là, il y a du texte. Là. Donc je vais à la ligne, là. Et puis, vous voyez, blablabla. Vous écrivez quelque chose. Hein, vous tapez votre texte. Vous voulez une formule mathématique. Vous tapez $, et vous faites, par exemple, grand A, x moins b égale 0. Vous retapez du $, et vous tapez votre texte. Bon, quand vous voyez ça, et que vous avez... comment on peut dire, goûter les joies de l'enfer sous la tech. Bon, alors, ceci dit, bon, je suis un peu provocateur, hein, bien sûr, mais ce type de logiciel et ce type ça vous permet aussi d'avoir des brouillons propres quand vous faites des mathématiques. Moi, j'utilise beaucoup, donc j'utilise beaucoup ce type de logiciel, le TechMax, pour faire mes calculs, pour écrire mes formules, le texte, sous brouillon. Et je conserve ces brouillons, et quand je les relis plusieurs mois après, c'est clair. Alors que les notes de brouillon, les papiers, vous ne savez plus où vous avez mis, vous avez peut-être jeté à la poubelle. Au moins ça, vous avez conservé, et ça permet de revenir sur des idées que vous avez peut-être oubliées. Ça, pour ça, c'est vraiment bien. Si vous faites ça sous la tech, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord ? Après, il y a aussi
Quelque chose qui est bien avec ce type de logiciel, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Par exemple ici, là, vous voulez faire du calcul. Donc, quand vous voulez faire du calcul, vous avez la possibilité d'insérer, bon, par exemple, une session Julia. Voilà. Donc voilà, vous avez inséré une session Julia là-dedans, et par exemple, vous faites rand n de 5,5, voilà, grand A égale, vous avez votre matrice, et après vous faites SVD, c'est-à-dire décomposition en valeur singulière de A. Donc là, je suis sous Julia, et ben là, il y a une erreur. Voilà. Bon, bien sûr, je fais le... Alors, c'est l'effet démo. Donc, là, il est pas content avec la SVD, mais peut-être, alors, on va faire QR. Mais je crois savoir pourquoi. Et peut-être le QR, ça va être pareil. Ah, ben, c'est sûrement parce qu'il faut utiliser, pour ça, il faut utiliser une librairie. Il faut utiliser, on va dire, linéaire algebra. Peut-être que c'est à cause de ça. Il faut utiliser des librairies, hein, peut-être pour... Alors là, et maintenant, si on fait SVD de A, vous avez la SVD de A. Bon, donc c'est génial, hein, l'effet démo. Donc vous voyez, donc vous avez, là c'est la matrice U, l'élément diagonal et la matrice V. D'accord? Donc ça, voilà. Vous avez tout sur le même... Ça peut être intéressant. Moi, je ne fais pas forcément ça. Hein, mais disons, voilà. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas, vous faites un exposé devant des gens, voilà, vous pouvez... Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez des outils comme ça, dans la nature, sur le web, que vous pouvez... Et ça, c'est un mathématicien qui s'appelle Joris van der Hoeven, qui a fabriqué tout seul ce TechMax dans les années 90, alors qu'il était, je pense, étudiant encore. Et pourquoi il a fait ce logiciel? Parce qu'il avait dans l'idée de faire un éditeur de texte qui puisse faire aussi bien du texte que du calcul, et par la suite d'intégrer un logiciel de calcul formel qu'il a lui-même fabriqué. TechMax, il y a toute une communauté maintenant qui utilise TechMax. Donc TechMax arrive à vivre. Mais le logiciel de calcul formel qu'il a fait n'arrive pas à vivre parce qu'il est tout seul. Vous savez que quand vous faites un logiciel, il faut qu'il y ait des ingénieurs systèmes qui l'adaptent sur les machines, etc. C'est quelque chose de très compliqué. Hein, parce que votre code doit marcher sur n'importe quelle machine, sur n'importe quel système d'exploitation, etc., etc. Donc c'est pas simple, ce genre de truc. Donc c'est pas notre job. C'est le job d'un autre. Bon, je vous remercie. Je m'arrêterai là. Merci. Il y a des questions.